la notion de complétion, ce serait le fait qu'un mouvement donne naissance à un son, qu'un son soit en relation avec une image soit en relation avec une odeur, et ainsi de suite, dans un même type d'organisation. On pourrait appeler un métalangage, un langage qui structure la diversité des sens, l'aspect polyartistique de nos pratiques. Alors, deuxième aspect, le labyrinthe travaille sur la notion de chaos. Et on va peut-être, au lieu de faire des grands discours et de vous bombarder là d'idées ou de je ne sais quoi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez produire, en introduction de ces 3 demi-journées, un chaos. De documents, les règles d'invention et d'interprétation du labyrinthe. Et curieusement, ces règles concernent à la fois la danse, la musique et le théâtre. Voilà. Et il y a 2 mots qui apparaissent, voyez en titre, partition corporelle et partition textuelle. Donc ça interroge peut-être, on va voir un peu comment se déclinent les choses. Alors il y a quelques références, vous voyez, qui participent au fait qu'on peut plonger progressivement dans cette œuvre. Le catalogue de cette présentation des créations du labyrinthe, par exemple, qui fait 125 pages. Donc ça explique à travers des photos et ainsi de suite comment a été créé le labyrinthe dans différents contextes. L'interprète peut prendre du temps pour s'immerger progressivement. Et il décortique un petit peu le processus de créativité. La loi.
intuitives qui définissent un cadre général et des règles plus particulières. Donc on avait parlé des enjeux esthétiques. Les enjeux esthétiques sont décrits en règle 1. Après, en règle 2, c'est la conception d'un labyrinthe. Donc ça explique comment monter une œuvre avec la liberté de l'adapter dans tout type de contexte. Ça peut aller d'une seule personne à des dispositifs extrêmement complexes, on a dit variés, d'installations, grands orchestres, et ainsi de suite, avec des technologies aussi de pointe en interaction temps réel. Bon. Et toujours cette idée de rapport entre un temps long d'immersion, où là il y a des œuvres avec où la mémoire, si vous voulez, travaille un peu plus habituellement, et les temps rapides, avec ces grands cycles, où la mémoire est recomposée, diffractée à des très grandes vitesses, tout ça traité en temps réel. Alors les partitions corporelles et textuelles, tout simplement, vous avez compris que dans le labyrinthe, que ce soit un musicien, que ce soit un danseur, ou que ce soit un comédien, peut bouger, mais il ne bouge pas n'importe comment. Et puis, c'est pas seulement ça, le corps de musicien peut aussi avoir une dimension de trajectoire, de posture. Depuis les années 50, on a quand même pas mal travaillé ces questions. Ça permet une spatialisation du son, d'une certaine manière, en dehors des moyens technologiques. Faire bouger les instrumentistes dans l'espace. Ou en tout cas, avoir une relation entre le corps et le son que vous produisez. Les partitions textuelles, c'est, on a dit, construire une partition pour le comédien à partir de ce réservoir de texte qui est typographique du signe. Donc là, il y a quelques règles qui définissent le cadre général. Là, mais ça, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir sur ça. La non-répétition, l'idée de polymorphie dans un même objet, c'est-à-dire d'avoir plusieurs formes, la question de polytemporalité, d'être dans une expression qui tente de signifier plusieurs temps au même moment, par exemple. Bon, voilà, ça c'est quelques petites choses générales. Alors, là on arrive à des choses peut-être plus singulières et qui vont à la fois intéresser les danseuses, mais pourquoi pas aussi les musiciens et les acteurs. Vous voyez que l'espace il est réglé, cartographié, et c'est un espace qui contient des formes. Alors, il y a une spirale qui est rouge au centre, là, une sorte de spirale. Il y a un œil noir au fond à gauche, ici. Il y a des cercles, verts, du centre vers les extrêmes. Il y a une forme d'étoile en bleu au centre, si on le voit très clairement. On la voit à peine, là, l'étoile au centre. Il y a une forme d'oiseau en bleu foncé, on ne le voit pas bien, il est là en fait, une sorte d'oiseau comme ça, qui est juste figuré par un trait, une ligne. Il y a une sphère, ici, au fond, à droite. Des lignes de perspective, vous voyez, qu'on peut rajouter, hein, pour en avoir d'autres. Il y a ce que j'ai appelé le lombric, cette forme-là. Alors comment ça fonctionne, ça, quel rapport entre ça et la scène? Parce que le labyrinthe, vous le voyez là, il est ici. Et il est là en même temps. Alors comment on va utiliser ces formes? Voilà la scène, hein, c'est ça. Donc après, comment par exemple une danseuse va utiliser ça? Les danseuses, dites-moi un peu. Mais ça peut ressembler à des tracés de mouvement. Pardon, j'ai pas bien entendu. Ça peut ressembler à des tracés de mouvement, par exemple les cercles, c'est-à-dire que nous on va faire un cercle ou des choses comme ça. D'accord, ce seraient des figures pour vous. Donc s'il y a un cercle, vous pouvez faire des cercles, c'est ça? Et vous avez d'autres idées de ça? On peut tout appliquer aux règles du labyrinthe, donc on peut tout imaginer à partir de là. Ce qui est à mon avis un peu plus compliqué, c'est le lombric, parce que c'est pas du tout évident en fait à traduire. Et donc ça représenterait des figures pour vous? Le danseur ou le comédien sait où il doit être sur la scène pour avoir son indication de positionnement ou de... Parce que je me suis, en bonne élève studieuse, j'ai regardé ça déjà sur internet, je suivi vos consignes avant d'arriver au stage. Et la question que je me suis posée, et je n'ai pas du tout trouvé de solution, c'est l'image qui est complètement au fond, rectangulaire. Donc, est-ce que l'image correspond à une idée, à l'objectif du labyrinthe, même s'il n'y a pas d'objectif, puisque c'est un chaos? Ou est-ce que c'est autre chose? Parce que dans ce cas-là, tout ce qui est au premier plan avant
est un moyen, enfin ce sont des idées conceptuelles pour arriver au but final qui est au fond. Pour arriver, très bien, alors là on change du coup, on n'est plus seulement dans la description de forme, on est dans la description de quoi? D'obstacles aussi, ça peut être des D'obstacles, et quand on arrive, donc on pourrait parler de quoi? De récompense. Mais arriver, c'est-à-dire qu'il y a une idée, on a parlé statique, dynamique, il y a une idée de quoi quand on arrive De sortie. de sortie éventuellement, oui. De trajectoire, c'est ça, de trajectoire. Donc, à la fois, on définit des formes, des obstacles, mais aussi des trajectoires dans l'espace. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que, si je suis en dehors des lignes qui représentent des perspectives, si je suis en dehors de ça, je suis en dehors de quoi? De ma trajectoire. De quoi, pardon, on va parler De ma trajectoire. de votre trajectoire, et donc du labyrinthe. On ne marche pas n'importe comment dans le labyrinthe. Si là, oui, parce que je visualise quelque chose et je suis sur une ligne du labyrinthe. Et jusqu'au moment où, en effet, moi je ne suis pas du tout un danseur-acteur, vous remarquez, hein, mais et là, vous jouez avec une forme, une sphère, en hauteur. Il y a la spirale, il y a des choses qui sont en hauteur. Alors l'œil, vous avez vu, l'œil il est troué. Donc l'œil, imaginez ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On passe dedans. On passe dedans, on franchit de toutes les manières, un peu comme ça, moi maladroitement, parce que je ne suis pas très habile, un peu vieux, mais après, les danseuses peuvent faire des sauts, tout ce que vous voulez, autour de l'œil, on peut imaginer ce qu'on veut. Et ça, c'est très concret. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a 7 d'ailleurs? 7, c'est bizarre, on revient à ce qu'avait trouvé René Thom. À votre avis, ça vient d'où ça? On a parlé de la question du lien, hein? Lien, non-lien. Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de créer des liens avec quelque chose? La géométrie. La géométrie comme ça. Rappelez-vous, dans le labyrinthe, il y a la musique, il y a quoi d'autre? De la danse, des sons, du théâtre, l'espace, et après, texte, et surtout, vous n'avez pas vu beaucoup ça, alors on commence à le voir sur les images fixes, des vidéos, des images, ainsi de suite. Vidéo, images. En fait, ça provient de l'analyse des... Aujourd'hui, il doit y avoir plus de 500 000 images synthétisées du labyrinthe. Alors, il y a deux types d'images dans le labyrinthe. Des images qui sont travaillées en temps différé et conçues avec des modélisations en 3D. Des images transformées, des images, vous voyez, associées. Là, par exemple, on voit, il y a une danseuse qui apparaît dans une forme de kaléidoscopie, peu importe. Et il y a des images en temps réel. Ça qu'on n'abordera pas, c'est un pan du labyrinthe, on ne peut pas tout aborder en même temps, c'est la relation temps réel avec la déformation, la création d'images comme la création de son. Donc c'est en fait une analyse un peu prototypique de ce que j'ai pu tirer des différentes images du labyrinthe, des formes. On va voir que dans le processus d'invention et d'interprétation du labyrinthe, il y a toujours des processus de variation pour les danseuses ou de déformation, bien évidemment. En effet, il est possible de transiter d'une spirale vers la lombrique ici. Lombrique, on peut imaginer un danseur droit au sol, je ne sais quoi, et une danseuse qui forme un peu cette forme-là, avec un travail plus au sol pour les danseurs, et ainsi de suite. Mais les musiciens, ça peut être complètement inspirant, du coup. J'imagine qu'Auri, on parlait de la sphère, elle joue autour de la sphère, vers la sphère, elle veut faire vibrer la sphère. Et là, ça veut dire que quand tu te déplaces, quand tu joues, il faut la voir. Attention, il faut se heurter contre. C'est un objet qui a une dimension très particulière. Et tout le monde, tous les personnages du labyrinthe sont associés à cette dimension de l'espace. Il y a 7 postures fondamentales. Donc ce sont des postures statiques, des images statiques. Mais, vous voyez, on engage aussi les processus dynamiques. Comment je vais aller d'une posture à une autre. Et les procédés de transition d'une posture à une autre sont notés et deviennent eux-mêmes des processus que j'ai appelé des personnages. Une façon d'aller
vert devient en soi un personnage. C'est une idée de construction thématique, comme une image elle-même. Alors voilà, ça ce sont les postures fondamentales pour la danse. La sphère, l'oiseau, perspective, kaléidoscope, l'œil, le lombric, les rideaux. Après, il y a les principes de variation qui sont énumérés. Alors, vous voyez les descriptions, les analogies pour la danse ou le théâtre. C'est-à-dire à quoi ça correspond. Il y a des aspects narratifs. L'oiseau, par exemple, pour le théâtre, c'est regarder vers le ciel. La perspective, haranguer la foule. Et ça, alors après, il y a les processus dynamiques de transition, les transitions par contraction, par combinaison dynamique, par addition, par soustraction, par hybridation, les processus géométriques, rotation, ligne droite, ligne courbe, et ainsi de suite. Bon, il y a un certain nombre de combinaisons de processus. Enfin, on voit que tout ça peut s'assouplir par vraiment une architecture dans la dimension de la variation, si vous voulez. Et là, on voit maintenant que le travail, ici, en plus, c'est les analogies directes avec des images du labyrinthe et du coup des correspondances qui ont été créées avec des personnes qui ont fait une recherche spécifique sur ça. Donc on voit ici par exemple une sphère, ce que ça donne au niveau de la danse, vous voyez le geste, ça marche comme ça, une note pas trop fort, très douce, une note tenue. Chanter une même note. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'ordinateur qui calcule des harmonies, en fait, selon des rythmes. En fait, il est en train de créer une sorte de polyphonie qui, figurez-vous, est celle-là. C'est celle qui répond à la logique là, de ce que vous allez improviser dans la réalisation de ce dernier labyrinthe, de ce premier qui est au milieu, là c'est le théâtre, et qui apparaît. C'est la même logique. On n'est pas en train d'utiliser l'électronique simplement pour faire un petit peu de beau, ou c'est pas du tout ça. C'est que le lien de l'algorithme général qui contrôle les sons et ainsi de suite, c'est le lien, l'algorithme, je veux dire, c'est l'algorithme aussi qui va transformer vos propres actions. Donc il y a des logiques, on commence à comprendre les liens. C'est-à-dire que par exemple l'acteur, on arrive à une complexité énorme, complètement folle. Il peut avoir 7 personnages à travailler en même temps. Un personnage de nuance, un personnage d'agogie, un personnage de timbre, un personnage de sens, un personnage de posture, un personnage de processus et un personnage de trajectoire. Tout ça avec des rythmes différents. Vous imaginez, c'est extraordinaire comme situation. Et très compliqué à faire, parce que un acteur, si vous lui demandez, par exemple, il va faire ça, on va voir tout le temps ça, encore aujourd'hui, même dans les pièces contemporaines. Et là, on entend quoi? Une homorythmie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va de pair, là? Qu'est-ce qui est très cohérent? Et pourquoi, finalement, c'est assez simpliste, ce que je viens de faire? Oui. La vitesse du déplacement, le volume. Alors, la vitesse du déplacement, elle est comment? Elle ralentit. Elle ralentit, très bien. Donc, c'est des chiffres qui diminuent, hein, une quantification qui est en diminution, très bien. Et qui va par exemple de pair avec quel autre paramètre qui sera en diminution? Le volume. Oui, on appelle ça la nuance, hein, utilisez bien ou l'intensité du son. L'intensité, par exemple, qui diminue. On va toujours voir ça. Mais ça, c'est très simpliste. Alors, on peut très bien avoir un corps qui, comme ça, désaccélère, et puis... Et là, je viens de créer une polymorphie. Alors, pour travailler ça, plus les postures, plus le texte, plus le sens, le signifié, tout ça, on a créé des programmes pour faire en sorte de dissocier les actions. Et on a vu finalement que notre problème, si on nous laisse la totale liberté, ou si on crée des choses complètement via l'ordinateur, c'est pas satisfaisant ni dans un cas ni dans un autre. Donc, ce qu'on est en train de faire, là, pour créer du chaos, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Organiser le chaos. Eh bien, on est en train d'organiser, d'écrire, de composer. Il y a vraiment une recomposition avec des compositions de forme, des compositions éventuellement de direction momentanée, alors que même la direction globale pourrait être chaotique. Il y a toute une restructuration, finalement, qui fait qu'on ne soit pas face à des situations qui deviennent trop schématiques, trop répétitives, trop ceci, trop cela. Donc, est-ce que c'est encore une
chaos si c'est organisé? On a vu que si c'est pas organisé, c'est totalement. Si c'est pas organisé, si on vous le demande de le faire, on a vu que vous faites quelque chose de constamment organisé. Et si on écoute du chaos algorithmique pur comme ça, un peu bête, ça sonne aussi complètement organisé, répétitif, puisqu'on entend toujours la même chose. Donc, pour avoir une notion d'imprévisibilité, pour avoir des notions de surprise constante, pour avoir des notions de renouvellement, pour avoir des notions de lien, de non-lien, et ainsi de suite, il faut, bien sûr, c'est ce qu'on en conclut. Ou alors, on serait face à une impossibilité, ce qui est possible aussi. Et là, ça, on ne sait pas, il faut travailler avant d'avoir quelques éléments de réponse. Le labyrinthe, il n'a pas forcément des réponses. Alors, je ne vais pas être trop longue et pas faire diversion par rapport au sujet, mais la question de la répétition, pour moi, c'est très important parce que, étant donné que la musique est un flux temporel, elle fait appel à la mémoire. Et si on veut insister sur une idée musicale, par exemple, la répétition, c'est un moyen de la fixer dans la mémoire des auditeurs, par exemple. C'est juste un petit détail. Oui, alors rappelez-vous quand même aussi l'enjeu du labyrinthe qui est à la fois de créer des mémoires mais aussi de déstructurer ces mémoires. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer un objet sans mémoire aussi d'une certaine manière? Alors là on a parlé de liens qui sont cachés, enchevêtrés, on commence à comprendre les liens que l'on pourrait créer ou que l'on crée. Mais on a dit que ces liens devaient être contingents, ces liens ne devaient pas exister par nécessité, en dehors de la nécessité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez compris maintenant comment on va articuler toutes ces formes et les mettre en relation? Donc comment on va articuler le fait que l'image représente des objets, la danse représente ces mêmes objets, par analogie, et d'un autre côté, on ne veut pas qu'il y ait des liens directs, des liens de nécessité, des liens de causalité, ce qu'on pourrait appeler une pensée déterministe. Comment faire? Qu'est-ce qui s'oppose au déterminisme? À la relation de cause et effet, historiquement. Alors on en a parlé tout le temps jusqu'à... Comment? Libre arbitre, mais on a dit que quand on vous laisse faire, le libre arbitre, vous restructurez des choses très déterminées, justement. Ah oui, ça va être par hasard, on va utiliser le hasard. On va utiliser le hasard. C'est-à-dire que si une danseuse commence à faire ça, je ne sais quoi, oui, avec une figure de ce type, je n'ai pas obligatoirement l'image qui représente cette figure-là. Et si je ne l'ai pas par nécessité. Elle tombe par hasard. Vous comprenez? Quand on parle de liens cachés et enchevêtrés, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas vite, immédiatement, mais dans la globalité de l'œuvre, ils pourraient apparaître comme des flashs et ainsi de suite. Et puis par ailleurs, ça veut dire aussi que le compositeur croit beaucoup en des liens qu'il n'a pas lui-même prévus. Voilà. Alors ça, c'est la fin un peu de la présentation globale du labyrinthe, et puis on va terminer maintenant cette séquence par une interprétation du labyrinthe lui-même. Alors, est-ce qu'on est proche d'un labyrinthe qui pourrait être réalisé en concert? Je me demande, c'est une question que je me pose, mais il faudrait vous la poser aussi. C'est-à-dire, ce que vous allez créer là, ça n'a jamais été fait comme ça, de cette manière. Alors, bien sûr, on n'est pas dans la dimension multiple, avec les grands sites, tout ça, mais on est bien dans la problématique du labyrinthe. Étant donné la complexité, à la fois des idées, parce que ça représente des formes de complexité, et la diversité du matériau qu'on peut avoir, des vidéos, de la danse, du théâtre, c'est-à-dire un tout. Si on commence à réfléchir avec ce tout, c'est un peu compliqué. Et on a vu que, par exemple, le fait d'avoir ajouté du son avec le corps, ça rajoute une difficulté dans le sens où le problème de la relation du son et du corps, il était un peu toujours systématique. Donc, dans ces cas-là, il faut éliminer. On élimine. Et pour penser les problèmes, pour penser la création, on va isoler. Alors là, j'ai isolé une création, et pourquoi pas, hein, c'est ça composer aussi, c'est savoir aussi à un moment donné faire des choix dans les problématiques qu'on énonce. Alors je ne dis pas que c'est le
le labyrinthe tel qu'on pourrait l'imaginer, encore une fois, dans sa globalité, mais pourquoi pas être ce que j'appelle un satellite du labyrinthe qui pourrait se présenter comme ça. Donc je rappelle un peu le processus, maintenant qui a été travaillé encore cette nuit et hier, grâce à vous et grâce à ce dispositif que j'ai un petit peu adapté. Ça pourra devenir un logiciel après en vente avec une licence, hein. C'est-à-dire après on branche son truc, on arrive, ça s'adapte directement à votre ordinateur, l'image, éventuellement vous avez votre violoncelle, vous jouez l'électronique, un petit micro, vous avez un petit portable, un iPhone, tout peut aujourd'hui fonctionner comme ça. Imaginons donc qu'on ait un comédien, une danseuse ou des musiciens, ou plusieurs musiciens, des comédiens. Et là, je me suis dit, pour tester un petit peu cette notion de complétion, je rappelle la complétion, c'est le fait qu'on n'a pas, une chose qu'on n'a pas ressentie lorsqu'on a travaillé, c'est le fait qu'un mouvement s'enchaîne à un son, qu'un son s'enchaîne à un mot, ce serait ça la complétion. Et dans ce que vous avez fait, dans vos créations, vous avez assez peu, en fait, testé ça. Et ça, c'est probablement la chose la plus délicate, et c'est probablement aussi la chose qui nous ferait avancer le plus en termes d'idées contemporaines sur la question du labyrinthe. Donc en fait, c'est une partition à une seule voix. Il faut la considérer tout simplement comme s'il y avait un seul personnage ici. Et donc, c'est jamais joué ensemble. On n'est pas dans une idée de polyphonie. On est dans une idée de tester les enchaînements des situations par rapport aux autres. Vous comprenez bien cette situation? Ça vous paraît clair? Donc, on en a parlé. Hein. Après, on peut, s'il y a plusieurs musiciens, on met des numéros, ça c'est pas un souci. Alors, il y a combien de situations ici? On a dit 3 avec la danse, la musique, le théâtre. Donc là, apparemment, c'est la musique. Hein. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est en train de jouer, le labyrinthe? Silence, très bien. Donc il y a une situation silence. Là, c'est des situations quoi? Images, ouais, sauf que c'est des images fixes. Hein. On est dans les postures. En fait, là, on est en train de jouer un labyrinthe aussi, surtout sur les images fixes. On aborde peu les transitions, toujours posture. Vous voyez, le rideau, et là, la forme du comédien, il y a un peu un jeu d'implication des images. Donc nous, on va être comme ça, on va se situer face à l'image. Et à chaque fois que votre action apparaît, que ce soit la musique, le théâtre ou la danse, il faut lire votre partition. Alul, olul, yolysis à l'air, olicide, iul. Arabine hoş. La belle, les Lillois, hop là. Vos premières sensations, dites-moi un peu. Comment vous ressentez les choses? C'est super bizarre. J'adore. Non, et quand on regarde ça, on a l'impression que c'est d'être dans un film, c'est incroyable. Attends. Prends le micro parce qu'il faut qu'on
c'est super bizarre. Et c'est complètement incohérent. De temps en temps, on a des mouvements qui s'enchaînent super rapidement. On doit passer du sol en haut en 1 seconde, ce qui n'est pas possible, quoi. Et de temps en temps, on reste statique pendant 1 minute. Donc, c'est bizarre, quoi. Et j'ai l'impression que... Là, vas-y, passe... Non, c'est... Ouais, tu veux ton micro? J'ai l'impression que c'est très machinal. C'est que j'ai l'impression que je suis devant l'écran, puis je dois me lancer directement s'il y a un signal. Voilà, je suis allumé, tac, 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 comme ça. Et du coup, il y a évidemment cette conception de chaos je sens beaucoup de distance aussi quand il s'agit de sensations ou sentiments. J'attends le signal, puis après je fais la main. Ce que tu veux dire, c'est que tu as l'impression d'être un automate un peu, c'est oui, ça? Exactement. D'accord. Oui. D'accord, ça c'est ta sensation dans un déchiffrage qu'on découvre, hein. C'est une première sentiment dans la relation un peu à la on peut appeler ça comme ça une partition, hein. Eh ben, bien sûr, hein, c'est une forme de partition. Et bien tu dis, tu as le sentiment d'un chaos, bien évidemment, on a dit que c'était pas évident, hein. On a vu que jusqu'à maintenant, pour toi, on s'approche quand même d'une idée qui serait plus la chaotique avec ce dispositif. Je parle du résultat, je ne parle pas du sentiment de l'interprète. Tu dis que c'est bien évident, mais on a vu que rien n'était évident pour construire le chaos. Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir. Ouais. D'autres réactions? Oui, si on peut passer sur le chaos. Et après, on change un peu les instrumentistes, d'accord? Vous le faites à 3. J'ai regardé subjectivement, Oui. on peut dire en français, je ne sais pas le mot. Pour moi, le moment de silence a été vraiment extraordinaire parce que grâce à quelques notes, soit à le mouvement, etc., ce que vous avez fait avant, moment le silence dans ma tête, il y a quelque chose automatiquement construit, développé. Oui, développé. Moment de silence. Et après, quand l'image va sortir, il est vraiment relié entre dans ma tête et l'image et les actions d'entre vous, etc. Et ça, relié dans ma tête. La loi l'uni, la non, litre, loch, lux, et coqueléeutre-t-il. la loi.
Merci pour le micro, c'est gentil. Ça permettait de se détacher de ce qu'on avait pu faire au début, c'est-à-dire nous laisser trop libres et avoir une indication très, très fixe et être sûr de l'aléatoire qu'on a. Et malgré tout, on a toujours notre marge d'erreur et puis quelque chose un espèce de chef d'orchestre aléatoire qu'on a ici, qu'on ne peut pas faire, on peut très difficilement faire sans machine. Oui, ok, on peut dire impossible à faire. Attention, en fait, on a bien compris que la partition qui est notée en termes de hauteur, ce n'est pas de l'aléatoire, c'est plutôt de la combinatoire, pour le coup, bizarrement, puisque aucune distance est la même, et c'est dans la recherche de taux de combinatoire des distances qu'on arrive à ce résultat. Ce n'est pas un processus purement aléatoire. Bonjour, je m'appelle Léonore, je suis du violoncelle. Je suis au conservatoire depuis longtemps, je suis orchestre, solfège, j'ai 15 ans. J'ai fait cet atelier pour... En fait, je ne savais pas de quoi ça allait parler, justement, c'était pour découvrir. Alors quand vous dites que vous ne savez pas, vous saviez quand même que c'était en lien Oui. avec la création, Oui. qu'il y avait une part liée aux nouvelles technologies, et puis dans les documents qui vous ont été communiqués, il y avait quand même un programme décrivant des aspects du contenu, plus trois documents, je crois, en tout, une sorte de page. Oui, mais je ne savais pas ce qu'on allait faire, par exemple. D'accord. C'est pour ça que je... Donc vous êtes intéressé, en l'occurrence, manifestement, par la question de la création. Oui. L'évolution de la musique telle que vous la pratiquiez. Pourquoi? Alors là, je sais pas, j'aime bien ça. Mais en fait, c'est surtout que là, c'est général, en fait, ce qu'on fait. C'est le lien, c'est les autres pratiques, alors? Non, mais c'est un ensemble. Enfin, si c'était que des musiciens ou que des danseurs, ça ne porterait pas la même chose. Bon, très bien. Merci. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 15 ans, je fais de la danse depuis 7 ans, enfin, danse contemporaine depuis 7 ans, et j'ai arrêté l'année dernière la danse classique. Je fais ce stage parce qu'au début, ça m'intriguait, je me demandais ce que c'était et tout ça. Je me suis dit, ça peut être intéressant si on met en lien plusieurs disciplines qui ont quand même tous un petit peu de lien, tout ça. Et voilà. Et le fait de vivre un art dans un temps présent, vous dites que vous avez abandonné le classique? Oui, parce que en fait, j'ai d'abord fait du classique, puis du contemporain. Et j'ai préféré le contemporain au classique parce qu'il y avait plus de liberté dans le contemporain. On pouvait plus s'exprimer à travers les mouvements, alors qu'en classique, c'était surtout seconde, première et tout ça. C'est très réglementé, alors que contemporain, si j'ai envie d'aller au sol, je vais sur le sol. Si j'ai envie de faire un saut, je fais un saut. Alors que le classique, il faut que je respecte des pas pour amener un mouvement. Tandis que le contemporain, je peux faire ce que je veux. Donc c'est ça qui m'a plu dans le contemporain, c'est pour ça que j'ai arrêté le classique. N'hésitez pas à poser, c'est un échange, je ne suis pas au centre, moi il faut que je m'efface de plus en plus, c'est à vous de rentrer aussi. Donc, merci, c'est très clair. Alors, je m'appelle Rebecca, j'ai 15 ans. Je fais du violon et de la danse contemporaine ici. Et l'année dernière, j'ai fait un module de MAO avec Stéphane de Giraudeau. Et j'ai déjà fait aussi plusieurs ateliers transversaux ici. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire le stage, parce que j'aime bien justement mélanger les pratiques, etc. D'accord. Excusez-moi, mais pour rappeler que j'ai un problème de mémoire concernant mes élèves. Ça y est, je reviens. Bonjour, je m'appelle Christine. Donc, je viens du Conservatoire de Lyon et du CNFCL de Paris. Et maintenant, je suis enseignante, mais j'ai fait une double carrière avec l'édition musicale aussi. Et le lien de tout ça, ce sont les questions que je me pose depuis que je suis toute petite sur l'écriture.
Donc le stage m'intéresse beaucoup parce que d'un point de vue de l'improvisation, déjà, que je vais pouvoir appliquer dans mes classes avec mes élèves, mais aussi, surtout pour moi. Et puis, il me semble que le stage, ça a été confirmé hier, nous repousse dans nos limites. Je pense qu'il va faire ressortir, ce sera le premier pas vers quelque chose, un monde intérieur que l'on pourrait découvrir grâce au stage. Voilà, je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Ça viendra après. Et le lien avec la pratique contemporaine ah oui, voilà, c'est ça. De naturel, en fait. Complètement, parce qu'en fait, à peu près à l'âge de mes autres collègues stagiaires, j'ai été une répétition du GVL, Groupe Vocal de France, à l'Opéra de Lyon, et ils répétaient Lux Aeterna Ligeti. Et ça a été un très grand choc pour moi, parce que je me suis dit, on peut faire ça. C'est la même réflexion que Marie. Pour moi, c'est l'ouverture vers les libertés. Voilà, c'est là où les problèmes commencent. Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 16 ans, je suis en 3C1 de violon. En fait, ce stage, à la base, ma mère m'y a inscrit sans me demander. Mais bon, je lui en veux pas trop parce qu'en fait, elle m'a inscrit ici parce que, comment dire, elle avait trouvé un point commun entre la musique et l'art plastique parce que je suis dans une école d'art. Et donc elle s'était dit, tu es dans un conservatoire, tu lis la musique et l'art, donc ce stage ne pourra t'en apprendre que plus. Voilà. Et votre sentiment, maintenant, ton sentiment, si je peux dire, quel est ton mental? Parce qu'on a déjà tapé à la porte du labyrinthe, comment tu ressens les choses? Toi, en dehors de ta maman, qui est importante. Hein. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire précisément parce que on va dire que je n'ai passé que les portes pour l'instant. Mais pour l'instant, je trouve ça très intéressant et j'entre volontiers dans le labyrinthe. Moi, je viens. Merci. Bonjour, je m'appelle Mingook et je me suis mis ici en tant que... mon instrument c'est piano, mais on m'a mis comme chanteur. Et en effet, je suis au 2e cycle de chant. Et j'ai décidé de participer. Je n'ai même pas réfléchi, je fais juste. Voilà, mais je m'intéresse à la création avec la nouvelle technologie et c'est pas seulement je suis intéressé, j'aimerais le faire. Et puis je suis dans la classe d'initiation de la nouvelle technologie avec M. Jarando. Puis du coup, je n'ai même pas décidé, voilà, je participe sans avoir trop réfléchi. Et, je suis très content. Voilà. Bonjour, je m'appelle Tepe. J'étudie sur direction de M. Girando, compétition avec une nouvelle technologie. Aujourd'hui, je ne peux pas jouer bien quel instrument, mais M. Girando, il a découvert pour moi élément de comédien. Donc aujourd'hui, je suis comédien. Parce que dans tes vous avez compris, il a déjà tout un cycle supérieur d'études de composition. Et quand on est compositeur, on n'est pas obligatoirement instrumentiste. En fait. C'est pas une obligation. Voire c'est très difficile d'avoir des doubles, de voir des trucs. C'est possible, mais très bien, merci. Bonjour, enchantée, je m'appelle Kaori. Je suis japonaise comme Tepe. Et je suis principalement compositrice
également clarinettiste. Et j'ai participé d'ateliers de M. Gérando pendant 2 ans ou 3 ans. Et je suis très contente d'avoir participé à ce stage. Merci beaucoup. Et j'habite à 13e arrondissement maintenant. Et qu'est-ce qui t'intéresse plus précisément, Gary, par rapport à... Alors, il y a des cours sur l'apprentissage des technologies, la composition. Et ici, par rapport à l'intitulé, qui est quand même un petit peu différent des cours en soi, qu'est-ce qui t'intéresse? Précisément, tout est intéressant pour moi, mais notamment parce que je voudrais rechercher quelques possibilités dans ma composition aussi par rapport au random aléatoire sur la programmation de Max MSP. Donc, toujours je voudrais trouver quelque chose dans un programme de M. Gérard. Et dans ce stage, je voudrais également trouver quelques manières d'aléatoire dans mes compositions aussi. Je veux dire que Kaori a une pratique musicienne professionnelle aussi en ensemble, donc elle se produit sur scène. Je pense qu'il y a aussi des liens qui peuvent, j'imagine, se faire, non? Le fait que ce soit, qu'on réfléchisse un peu à l'aspect de réalisation. Bien sûr, on peut pas bien sûr. faire ça. Bien sûr, merci beaucoup. Merci Kaori. Alors, je m'appelle Yuzu, je suis également japonaise comme vous. Et j'étudie la guitare au CRR et je prends le cours de composition avec M. Girando depuis l'année dernière. Et de plus en plus, la composition avec la nouvelle technologie m'intéresse. Et voilà. Je m'appelle Liaz, je suis au Conservatoire du Centre en première et troisième cycle en piano. Je suis actuellement aussi un double cursus sciences et musicologie à la Sorbonne. Donc ce stage est particulièrement en lien avec ma formation puisqu'il mêle la nouvelle technologie, l'informatique, la programmation avec la production de musique. Et quand j'ai découvert ça, c'était pile poil dans ce que je pouvais faire et dans ce que je pourrais potentiellement faire plus tard. Vous avez une idée de ce que vous pourriez... Pas exactement, c'est pour ça, c'est encore assez imprécis, c'est pour ça le cursus permet d'avoir quelque chose d'assez large et en gardant à la fois un pied dans les mathématiques, la physique, l'informatique et dans la musique. Vous avez des cours en sciences spécifiques, c'est vraiment une sorte de double cursus? C'est ça, c'est à la fois à Jussieu pour tout ce qui est... C'est deux licences en fait. Vous savez quand est-ce qu'il est né? Excusez-moi, j'étais pas... Bon, je savais que ça existait, mais je ne sais pas trop dater l'existence. Je crois qu'il a été... il y a 7 ans, c'est assez récent. Hein. Je suis en première année, je suis en... Peut-être que je peux dire... Vous êtes souvenu du son? Alors on va demander aux grands juristes ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il y a un rapport entre le son qui a été produit pour vous, l'analogie, et ce que... Merci, hein, c'est super, vous pouvez vous... Oui. D'abord un mouvement glissé et ensuite un arrêt brutal. Et le son qu'il y avait, c'était plus un choc, puis un son continu pour la résonance de la corde. Et là, on a eu dans le mouvement exactement l'inverse finalement. Un mouvement glissé, un mouvement continu, puis un choc de l'arrêt. J'aime bien l'idée du mouvement,
Sauf que, bah, comme Rebecca a dit, il y a deux mouvements. Il y a le moment où il arrive par terre, et après il y a un autre choc où il se fond par terre en quelque sorte. C'est décomposé. S'il avait lié, s'il n'y avait pas d'interruption entre le moment où il allait sur le sol et le moment où il s'est vraiment couché sur le sol, ça aurait vraiment représenté ça. D'accord. Et dans ce qu'elle a fait, il n'y a pas une décomposition dans la continuité. Tu peux refaire ce que tu as fait? Ou tiens, toi, le violoniste, tu nous fais le même son? Oui. Alors ça va moins être flagrant, mais après tu nous referas. Vas-y, essaye de faire la même chose. Tu te rappelles ce qu'elle a fait? Ou tu fais la même chose, essaye. Un pit main gauche, je crois me rappeler. Elle a fait un pit main gauche et une frappe main droite. Ah oui, mais c'était sur ton violoncelle. Toi, tu inverses. Je fais avec la main droite. Oui, vas-y. Ouais, mais ça, tu apprends. Refais. Ouais, c'est pas mal ça. Tu fais ce que tu veux, mais là, on a dit que doum. On entend doum et je veux un son qui chute pour leur faire montrer la différence. Progressivement. Pardon. Alors, très bien. Qu'est-ce que tu fais chuter là? Voilà, enfin, c'est pas faux, mais c'est plus imprécis. Voilà, le vocabulaire, c'est la hauteur ou la fréquence chez le musicien. On appelle ça comment, une chute régulière de fréquence en musique? Oui, un glissando. Alors, il y a eu un petit problème dans ta chute. Est-ce qu'elle est vraiment régulière? Parce que j'appuyais trop, vous êtes. Oui, voilà. Donc, tu essayes de refaire une chute beaucoup plus régulière. Donc, il faut, en termes de vitesse, pour ton déplacement de doigt, qu'est-ce que tu dois faire? Éventuellement. Alors, ça peut être une question donc, de pression ou autre, que tu peux changer aussi, qui pourrait aider. Donc, pression et. Je peux jouer sur deux choses qui sont assez évidentes. Et vitesse, très bien. Alors là, il faut refaire. Si. Vous avez vu quand même la différence? Là, il y a une continuité qu'on ressent beaucoup plus que tom, tom. Là, on entend un tom et là, j'imite un peu très mal. D'accord? Et du coup, si vous faites une analogie de mouvement, de figure, qu'est-ce que vous faites? Tiens, on va demander à Pépé. Pépé, fais-nous une figure, un mouvement sur ça. Sur ce son-là, oui. Mais très continu, du coup, très continu. Allez. Vous l'avez vu? Il va se retourner. Vous l'avez vu, ça va? Mais fais-le vers eux, parce que. Et vous me dites si vous êtes convaincu. Tourne pas vers eux, parce que du coup, ils ne le voient pas. C'est le public. Non, mais. Ouais, pardon. Ouais, voilà. Pour que tu leur montres ta figure. Et toi, tu nous dis si tu es d'accord avec ce mouvement, hein, parce que c'est pas le tout de dire qu'il a fait une belle figure. Hein. On recherche l'analogie. Hein? Il réfléchit. Très bien. En analyse du mouvement, comment vous ressentez les choses, danseuse? Pour moi, il y a clairement eu un choc quand il a frappé ses cheveux. Ah. Il a accéléré, il est passé au sol. Donc, enfin, pour toi, l'analogie n'est pas vraiment très claire. Du coup. Ben, ça se rapprocherait peut-être plus du pitch. Ah, vous voyez comment elles ont évolué grâce à. Non, mais vous voyez que là, elles nous dépassent, les amis. Elles sont en train de nous dépasser. Hein.
comme ça. Ça prend un peu de ça, mais moins extrême, mais l'attaque est... Ouais, non, mais c'est assez clair. C'est assez clair. Sauf que bon, après, t'es un petit peu désordonné, là, t'es dur avec lui, c'est pas ça, c'est non, on va quand même le faire chaque année en 2 mouvements, par exemple. Et à partir de ça, eh ben, en effet, je peux, si je brise la ligne, si je la casse, cette ligne, ben, j'en fais 2. Là, c'est quand même assez intéressant ce qu'on vient de faire, parce qu'on vient de faire ça. En musique, bien sûr, il y a des mouvements qui font comme ça. Et puis après, en musique, quels sont les autres mouvements qu'il peut y avoir? Ou en danse, quels sont les autres mouvements? On parle de mouvements simples, à partir desquels on pourrait faire des mouvements complexes. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Combien il y en a? Il y en a 3, attention. Là, on est en train de décrire des formes. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on est en train de faire. On est en train de décrire des formes simples à partir desquelles, entre le mouvement et l'écriture, du mouvement ou l'écriture des sons, de la musique, on pourrait créer des analogies fortes. 3 formes simples fondamentales, qui seraient... ne change pas. Droit. Ça voudrait dire que si on veut créer de l'imprévisibilité, à travers la question de la non-répétition, eh ben, combien de possibilités on aurait? Si on ne veut jamais répéter, si on veut toujours que ce soit imprévisible, on n'aurait que 3 possibilités. Sinon après on répète. Donc il y a une forme de redondance de quelque chose, donc de prévisibilité qui peut s'instaurer. En tout cas, en termes logiques. Alors c'est assez étonnant, les danseuses, hein, un mouvement qui monte, un mouvement qui descend, un mouvement... Mais est-ce que 3, est-ce qu'on ne peut pas simplifier? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais monsieur, non, c'est faux. On peut encore simplifier. C'est pas 7. Je vous signale qu'il y a un remarquable mathématicien qui s'appelle René Thom, qui n'a pas dit 3, il a dit 7 formes fondamentales. C'est la théorie des catastrophes. À partir de 7 formes fondamentales géométriques, on crée la complexité du monde. Très intéressant pour les danseuses, par exemple, hein, parce que du coup, ça replace la question, et pour les musiciens aussi. Bien sûr. 7 formes fondamentales. Là, on est en train de dire 3. Mais 3, il y a quelqu'un qui ici, il va me dire non, non, c'est pas 3. C'est combien? 2. Voilà le génie. Elle va nous dire pourquoi. C'est la même chose, mais c'est inversé. Donc, c'est ce qui fait que ça les rapproche, et quand ça stagne, c'est pas pareil, ça peut être incroyable. Micro. Parce que déjà, c'est incroyable d'avoir des humains à 3, et c'est incroyable, donc il faut un micro, là, parce que c'est un moment extraordinaire. Du coup, pour moi, si on peut les abréger à 2, c'est parce que soit le paramètre monte ou il descend, c'est la même chose, mais inversé. Donc, c'est à peu près pareil. Enfin, je sais pas comment le décrire bien, mais c'est la même chose inversée, donc forcément ils sont liés et on peut les substituer pour avoir qu'un mouvement qui stagne, qui lui peut pas être assimilé, puisqu'il bouge pas. Ah oui, parce que là c'est différent. Là elles sont au hasard, on est d'accord, c'est imprévisible, hein, c'est un modèle mathématique qui est imprévisible, trop peu de répétition, ça répond peut-être à notre idée d'imprévisibilité, de surprise totale. Est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir? Normalement pas, puisque impossible de recopier par un modèle ce qui est en train de se passer. C'est le propre de l'aléatoire, hein. On ne peut pas le modéliser, donc on ne peut pas prévoir l'avenir. Je dis, c'est la solution pour la labyrinthe. Vous voyez, là, il y a une très grande différence entre... Mais c'est toujours les mêmes nombres. Je multiplie le résultat et les nombres par 3. Là, j'ai plus de... Voilà. Plus de différence. Alors,
que je réponds finalement quand j'écoute ça? Est-ce que je réponds à la notion d'imprévisibilité, de surprise, de labyrinthe? Écoutons. C'est parfait comme modèle, hein. Ça devrait être parfait, mathématiquement parfait. Ça devrait répondre. On se dit, ça pourrait être la solution. On a vu que nous, on avait du mal à le faire. Maintenant, le Kaori me dit, la machine, c'est ce qui va résoudre ça. Est-ce qu'à votre avis, c'est une musique imprévisible, ça? C'est imprévisible dans le sens où l'ordre n'est jamais le même, mais c'est toujours le même son qui se répète. Oui, d'accord. Là, tu parles du timbre, mais là, on dit bien qu'on a mis l'aléatoire uniquement sur les fréquences et un peu les durées, voilà. Mais est-ce que les fréquences, si on parle que des fréquences et du timbre, est-ce que ça vous semble une musique qui est toujours surprenante, qui est toujours imprévisible et qui répond à l'idée? Parce que mathématiquement, un mathématicien va vous dire, mais attends, moi, mon modèle, il est juste. Non, vous êtes d'accord que non? C'est vraiment prévisible, mais c'est comme quand on avait fait des moments de... Il y avait beaucoup de mouvements, et donc c'était prévisible qu'il y aurait du mouvement, et quand on s'arrêtait pendant trop longtemps, on ne pouvait pas prévoir quand le mouvement il allait revenir. Donc ça a formé... C'était une forme d'imprévisibilité. Alors du coup, est-ce que tu penses que c'est la solution comme ça, par rapport à notre idée du labyrinthe qui ferait qu'on créerait quelque chose d'imprévisible? Pour toi, ça reste quand même imprévisible, ça? Si on change l'échelle, ça reste, c'est-à-dire qu'on a des notes qui... Enfin, notes. On n'a pas, par exemple, Là, tu parles des fréquences et des durées, ou les fréquences uniquement. Voyons que les fréquences. Juste, on a des fréquences. On sait qu'on va avoir... Enfin, c'est comme ce qu'on avait hier avec les silences très longs et le mouvement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps va durer le silence, ça pourrait être totalement aléatoire, et combien de temps va durer le mouvement. Mais on sait qu'il y a silence, mouvement, silence, mouvement. Et là, je parle que des hauteurs. Hein. C'est ce que je ne saurais pas comment le redéfinir au niveau de hauteur, mais si on se concentrait que sur un paramètre, c'est plus évident avec le paramètre du temps, mais avec le paramètre de hauteur. Mais je pose une question simple. Est-ce que dans la perception aléatoire là, des hauteurs, qui existe et qui est concrète, mathématiquement juste, puisque, encore une fois, à chaque fois qu'on a une hauteur, on ne peut pas la prévoir mathématiquement, par définition, c'est ce modèle, est-ce que musicalement, ça vous semble à chaque fois une hauteur dans le sens nouvel, imprévisible, il y a un sentiment? Mais bien sûr que non. Enfin, vous êtes d'accord avec moi? On n'a plus d'attente. Si on avait, par exemple, c'est comme avec les phrases, si on avait un premier degré, 5e degré, on attend le premier degré, et là on aurait autre chose, ça crée la surprise. Là on n'a que des surprises. Ah, que des surprises égale Absence de surprise. Absence de surprise.